Anthony Robbins, les 11 lois de la réussite. Troisième leçon. Apprenez à décider et plus rien ne saura vous arrêter. Je maintiens dans ce petit livre que le pouvoir de changer votre vie existe. Où se trouve-t-il? Comment le canaliser? Nous savons tous que pour obtenir de nouveaux résultats, il faut changer de comportement. Mais il faut aussi prendre conscience du fait que tous nos actes découlent des décisions que nous prenons. Pouvoir décider, c'est pouvoir changer. Là encore, il est vrai que nous ne sommes pas toujours maîtres des circonstances. Mais nous pouvons exercer un contrôle sur ce que nous décidons de penser, de croire, de sentir et sur nos réactions aux événements. Il ne faut jamais oublier qu'à chaque instant, que nous l'acceptions ou non, la vie nous met en face de nouveaux choix. Ces choix, ainsi que les actes et résultats qui en découlent, dépendent entièrement de nous. La plupart d'entre nous oublions que nous avons le pouvoir de choisir. En fin de compte, ce sont nos décisions et non pas les circonstances qui influent sur notre destin. Votre mode de vie actuel reflète notamment qui vous avez décidé d'être et ce que vous avez décidé d'accomplir, ainsi que vos décisions de fréquenter telle ou telle personne, d'apprendre ou de ne pas apprendre, d'adopter certaines croyances, de persévérer ou d'abandonner la partie, de vous marier, d'avoir des enfants, de vous alimenter, d'une certaine façon, de fumer ou de boire. Toutes ces décisions ont littéralement réglé le cours de votre vie. Si vous voulez sincèrement changer votre situation, vous devez décider ce qui vous tient à cœur, ce que vous ferez et quels sont les engagements que vous êtes prêt à prendre. Lorsque j'emploie le terme décision, je veux parler d'un choix conscient. La plupart des gens se disent « Bon, j'ai décidé de perdre du poids », mais ils pensent en termes trop vagues et manquent de précision. En fait, ils se contentent d'énoncer une préférence. En d'autres termes, ils disent « J'aimerais être plus mince ». En fait, il n'y a pas de prise de décision que lorsqu'on refuse de considérer tout autre scénario possible, que l'on se concentre exclusivement sur son but, que l'on ne se permet même pas de douter. Permettez-moi de vous raconter l'exemple édifiant d'un homme qui avait compris toute la puissance que renferme une vraie décision. De quelqu'un qui s'est juré une fois pour toutes de ne jamais abandonner la partie. Il s'appelle Soichiro Honda. C'est le fondateur de la société Honda, qui fabrique des automobiles et des motocyclettes. Monsieur Honda ne se laissa jamais arrêter par les tragédies, ni par les problèmes, ou même les défis. En fait, il décida souvent de considérer les plus grands obstacles comme de simples étapes à franchir dans la course, devant le mener à la victoire finale. En 1938, Monsieur Honda n'était qu'un pauvre étudiant qui rêvait de créer un nouveau type de segment de piston qu'il comptait fabriquer pour la société Toyota. En fait, Monsieur Honda décida souvent de considérer les plus grands obstacles comme de simples étapes à franchir dans la course devant le mener à la victoire finale. Il avait toujours cela à l'esprit. Tous les jours, Monsieur Honda allait suivre ses cours. Puis, il passait la nuit à travailler sur la conception de son engin, le visage et les mains pleins d'huile. Il investit le peu d'argent qu'il possédait dans son projet, sans parvenir à le terminer. En dernier ressort, il dut mettre les bijoux de sa femme au clou pour pouvoir continuer. Après des années d'efforts, il parvint enfin à dessiner le type de segment de piston qu'il comptait fermement vendre à la société Toyota. Mais lorsqu'il présenta son produit, Toyota refusa de l'acheter. Il dut retourner à l'université où il se fit humilier par ses professeurs et par ses amis, qui lui dirent qu'il était complètement idiot de dessiner les plans d'un machin aussi ridicule. Était-il frustré? Et comment? Était-il fauché? Sans aucun doute. Abandonna-t-il la partie? L'idée ne l'en effleura même pas. Au lieu de cela, il passa les 2 années suivantes à réfléchir aux moyens d'améliorer la conception de son segment de piston.
Il connaissait la formule clé qui le mènerait à la réussite. 1. Il décida ce qu'il voulait. 2. Il exécuta son plan d'action. 3. Il évalua constamment ses progrès. Et 4. Il révisa ses méthodes chaque fois qu'il se trouvait sur une fausse piste. Il sut faire preuve de souplesse et modifia ses stratégies pour surmonter les obstacles sur son chemin. Enfin, au bout de 2 autres années, il peaufina la conception de son engin et Toyota finit vraiment par le lui acheter. Monsieur Honda avait besoin de béton pour construire son usine de pistons. Mais tout le béton disponible avait été réquisitionné, car le branle-bas de combat régnait au sein du gouvernement japonais qui se préparait à livrer la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, son rêve paraissait sur le point de s'écrouler. Personne ne semblait pouvoir l'aider. Là encore, en fut-il découragé? Pas le moins du monde. Il était fermement décidé à construire son usine et n'envisageait même pas la possibilité de renoncer à son projet. Il réunit donc quelques amis et pendant des semaines, ils travaillèrent nuit et jour pour expérimenter diverses méthodes de fabrication. Jusqu'au jour où ils trouvèrent enfin une nouvelle façon de produire du béton. Il construisit alors son usine et put enfin produire ses segments de piston. Mais l'histoire continue. L'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la guerre, les États-Unis bombardèrent son usine et en détruisirent la majeure partie. Au lieu de s'avouer vaincu, M. Honda rallia ses employés autour de lui et leur dit « Vite, courez observer ces avions. Ils vont larguer leurs bidons d'essence dans le vide. Il faut trouver les points de chute de ces bidons pour les ramasser, car ils sont faits de matières premières dont nous avons besoin pour fabriquer nos produits. » À l'époque, il était impossible de se procurer ces matériaux au Japon. M. Honda avait découvert le moyen de profiter de ce que la vie voulait bien lui offrir. Finalement, un tremblement de terre détruisit son usine et il fut obligé de vendre son entreprise de production de segments de pistons à Toyota. Mais Dieu ne nous ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Aussi devons-nous rester à l'affût de ce que la vie peut nous offrir. Lorsque la guerre prit fin, le chaos régnait au Japon. Partout dans le pays, il y avait pénurie de matières premières. L'essence était rationnée et dans certains cas presque introuvable. M. Honda ne réussissait même pas à s'en procurer suffisamment pour mettre sa voiture en marche et se rendre au marché acheter des provisions pour sa famille. Au lieu de se sentir vaincu ou impuissant à agir, il prit une nouvelle décision. Il décida qu'il ne se contenterait pas de qualité de vie aussi médiocre. Il se posa une question d'une importance cruciale. Que puis-je faire d'autre pour nourrir ma famille? Comment mettre à profit les connaissances que je possède déjà pour atteindre mon but? Il s'aperçut alors qu'il lui restait un petit moteur, de ceux dont on ne se sert que pour équiper les tondeuses à gazon, et l'idée lui vint de le monter sur sa bicyclette. Il créa alors la première motocyclette. Il s'en servait pour aller au marché, et peu de temps après, ses amis lui demandèrent de leur fabriquer leur propre motocyclette. En peu de temps, il en monta un si grand nombre qu'il commença à manquer de moteurs. Il décida alors de construire une nouvelle usine pour les fabriquer lui-même. Mais que faire sans argent dans un Japon déchiré? Au lieu d'abandonner la partie et de se dire « il n'y a pas de solution », une brillante idée lui vint à l'esprit. Il décida d'envoyer une lettre à tous les propriétaires de magasins de bicyclettes du Japon, dans laquelle il leur expliquait qu'il avait trouvé une solution pour remédier aux problèmes de transport du Japon, que sa motocyclette serait économique et qu'elle permettrait aux Japonais de se déplacer facilement. Puis, il leur demanda d'investir dans son projet. Parmi les 18 000 propriétaires de magasins de bicyclettes qui reçurent la lettre de M. Honda, 3 000 décidèrent de le financer, et il put alors fabriquer son premier lot. Vous pensez peut-être que le succès fut immédiat, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Sa motocyclette était trop grande et trop lourde. C'est pourquoi bien peu de Japonais l'achetèrent.
Une fois de plus, il analysa ce qui n'allait pas, et au lieu de baisser les bras, il révisa à nouveau sa stratégie. Il décida alors d'épurer le modèle de ses motocyclettes et d'en construire des beaucoup plus légères et des plus petites dimensions. Il nomma son nouveau modèle de Cub. La nouvelle motocyclette fit fureur sur le marché et ce succès inouï valut à Monsieur Honda d'être décoré par l'empereur. Il devint célèbre et tout le monde déclara qu'il avait eu bien de la chance d'avoir eu une si bonne idée. Mais était-ce vraiment de la chance? Si chance signifie travailler en sachant ce que l'on fait, alors oui, il se peut que Monsieur Honda ait eu de la chance. À l'heure actuelle, son entreprise est l'une des mieux cotées au monde. La société Honda compte plus de 100 000 employés et vend plus de véhicules que tous ses concurrents américains, à l'exception de Toyota. Et tout ça parce que Monsieur Honda n'accepta jamais de s'avouer vaincu. Il refusa de se laisser arrêter par des problèmes et les circonstances. Il avait décidé, une fois pour toutes, qu'il y a toujours moyen de réussir quand on le veut vraiment. La vie, en fait, n'est qu'une suite de décisions. Vous savez comme moi que certaines personnes sont nées sous une bonne étoile. Leurs parents étaient riches et ils ont grandi dans des milieux privilégiés. La nature semblait les avoir dotés d'une bonne santé, d'une robuste constitution, et on a pourvu à leurs moindres besoins. Et pourtant, il arrive parfois que ces mêmes individus deviennent obèses, frustrés et toxicomanes. Par ailleurs, il est courant d'entendre parler ou de rencontrer des gens qui, contre toute probabilité, ont réussi à surmonter tous les obstacles et à se dépasser, après avoir pris de nouvelles décisions d'une importance capitale pour leur destin. Ce sont aujourd'hui des modèles du caractère invincible et de la puissance illimitée de l'esprit humain. Comment ces gens étonnants procèdent-ils? Tous ont décidé à un moment donné qu'ils en avaient assez et qu'ils ne se contenteraient que de ce que la vie avait de meilleur à leur offrir. Ils ont vraiment pris la décision de transformer leur vie. Qu'est-ce que j'entends par vraiment? Eh bien, tant de gens disent par exemple, je devrais vraiment perdre du poids, je devrais gagner plus d'argent, je devrais chercher un meilleur emploi, je devrais arrêter de boire et de fumer. Ce n'est certainement pas à coup de devrait que vous allez changer quoi que ce soit. Les vraies décisions ne sont pas des châteaux de cartes. Elles sont coulées dans le béton. On se fixe une ligne de conduite et on n'en dévie pas d'un seul millimètre. La seule façon de changer de vie est de prendre une véritable décision. Alors décider véritablement signifie exclure la moindre possibilité d'échec et concentrer toute son énergie sur l'objectif qu'on se propose d'atteindre. S'il est si facile de prendre des décisions, et si les décisions peuvent avoir un tel impact sur notre vie, pour quelle raison si peu de gens en prennent? C'est qu'ils ne savent pas en quoi consiste une vraie décision. Ils s'imaginent que décider équivaut à dresser une liste de vœux pieux. J'aimerais arrêter de fumer, j'aimerais arrêter de boire. Et en fait, la plupart d'entre nous n'avons plus pris de décisions sérieuses depuis si longtemps que nous en avons même oublié ce que c'est. Lorsqu'on prend une véritable résolution, on se fixe une ligne de conduite dont on ne dévie pas d'un seul millimètre. Les vraies décisions ne sont pas des châteaux de cartes. Elles sont coulées dans le béton. On sait exactement ce qu'on veut. Cette prise de conscience se traduit par une puissance d'action accrue. Ceux qui luttent contre des forces supérieures et triomphent dans la vie prennent tous les jours 3 décisions capitales. Ils décident 1. Sur quoi concentrer leur attention. 2. Quelle est la signification réelle de chaque chose. 3. Quel plan d'action adopter. L'histoire d'Ed Roberts fait aussi partie des exemples que j'aime citer. C'est un homme ordinaire, en fauteuil roulant, qui est devenu un être vraiment exceptionnel.
en décidant un jour de transcender ses limites physiques. Entièrement paralysé depuis l'âge de 14 ans, il a appris, malgré d'énormes difficultés, à se servir quotidiennement d'un appareil respiratoire pour mener une vie aussi normale que possible. Après avoir frôlé la mort plusieurs fois, il aurait pu prendre la décision de s'abandonner au désespoir, mais il a choisi au contraire de faire progresser la cause des personnes handicapées. Comment? En menant depuis 15 ans un combat contre la société des gens dits normaux et contre leur condescendance à l'égard des personnes handicapées. Il est parvenu ainsi à améliorer considérablement leur sort et leur qualité de vie. Ed Roberts a éduqué le public. Grâce à lui, l'usage de rampes d'accès pour fauteuils roulants, de barres d'appui et d'emplacements de stationnement réservés s'est répandu considérablement. Il fut le premier tétraplégique à recevoir un diplôme de l'université de Berkeley, en Californie. Il obtint finalement le poste de directeur du service de rééducation des personnes handicapées de l'État de Californie. Et là encore, il fut le premier handicapé à occuper ce poste. Il est clair que cet homme avait décidé, dès le début, que le cœur de ses préoccupations serait différent de celui de la majorité des personnes handicapées. Il se concentra sur la façon de faire avancer les choses. Son handicap physique constituait un défi à ses yeux. Il décida de faire tout ce qu'il pouvait pour aider ses semblables. Affligé comme lui des handicaps à mener une vie plus facile. Il prit l'engagement de réaménager l'environnement de façon à améliorer la qualité de vie des handicapés. Le cas d'Ed Roberts prouve, sans contredit, que ce qui importe bien plus que le point de départ, c'est la ligne d'arrivée et notre décision quant à la façon de l'atteindre. Tout ce qu'il a réussi à accomplir est le fruit d'une vraie décision. Quant à vous, pensez à quel point votre vie se trouverait transformée par ce genre de décision. Allez, décidez dès maintenant. Tout progrès humain est précédé d'une décision. Quelles sont les choses que vous ne cessez de remettre au lendemain? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre existence? Il s'agit peut-être de décider de remplacer la cigarette et l'alcool par du jogging ou de la lecture, ou bien de vous lever plus tôt le matin et d'avoir une attitude plus positive. Ou bien de décider que vous n'accuserez plus personne d'être à l'origine de vos problèmes et de réfléchir à ce que vous pourriez faire chaque jour pour améliorer votre situation. Ou de décider de chercher un nouvel emploi en prenant dès le départ la résolution de devenir indispensable. Ou décider d'étudier et d'acquérir de nouvelles compétences qui vous permettront de gagner plus d'argent. Ou encore de décider de vous consacrer davantage à votre famille et à vos amis. Dans l'immédiat, prenez 2 résolutions que vous vous engagez fermement à respecter, quels que soient les efforts que vous devrez déployer. Commencez par prendre la décision de faire une promesse facile à tenir, envers les autres ou envers vous-même. En prenant une telle décision et en passant ensuite aux actes, vous vous prouverez que vous êtes capable de prendre des décisions d'une portée bien supérieure à cette première résolution. Vous verrez alors vos muscles décisionnels se raffermir à vue d'œil. Maintenant, prenez une seconde décision qui exige encore plus de détermination de votre part. Une résolution qui vous inspire vraiment. Inscrivez vos 2 décisions dans l'espace, à la page suivante. Informez-en vos parents, amis, abandonnez-vous ensuite au plaisir et à la fierté de tenir votre parole. 2 décisions importantes que j'ai prises et que je me suis engagée à respecter. Prenez 30 secondes et notez ces 2 décisions à l'instant même.
Voilà, vous avez noté 2 décisions simples, faciles à tenir, partagez-les avec votre entourage. Et abandonnez-vous ensuite au plaisir et à la fierté de tenir votre parole. Et pour que vos décisions deviennent concrètes, tout cela dépend de votre capacité à bâtir vos croyances et démarrer. Si vous n'avez pas trouvé les 2 décisions, reprenez 30 secondes ou 1 minute et asseyez-vous dans le calme et prenez le temps de réfléchir à 2 décisions que vous vous engagez à respecter.